Bonsoir. On part de Tel Aviv. 1000, 2000, 4000, ce sont les numéros des dossiers d'accusation contre Benjamin Netanyahou, inculpé pour fraude, corruption et abus de confiance. Célèbre chez les Palestiniens et dans le monde pour ces bombardements des civils sont retenus et pour être le fossoyeur des accords d'Oslo, il est le premier ministre israélien à faire l'objet d'une mise en examen dans l'exercice de ses fonctions. Il ne compte pas pour autant démissionner. De toutes les manières, ça ne changera pas grand-chose pour les territoires palestiniens. Sur la rive nord de la Méditerranée, l'Espagne, déjà confrontée au séparatisme en Catalogne, n'en finit pas avec les élections législatives, mais la majorité absolue reste introuvable. Le PSOE de Pedro Sánchez arrive confortablement en tête, mais doit cette fois-ci se résoudre à une alliance insuffisante avec l'extrême gauche de Podemos, à laquelle il doit faire bien des concessions. Quel impact de situation sur l'Espagne et surtout sur les relations maroco-espagnoles? C'est ce qu'on essaiera de cerner avec nos intervenants. Auparavant, nous resterons au Maroc où, surprise de la semaine, le PJD ou une partie du PJD, on verra, fait des appels du pied à l'ennemi juré d'hier, le PAM. Abdallah Bouano, chef du groupe parlementaire, en tout cas, n'exclut pas une alliance avec ce qui reste des anciens amis d'Ilyas El-Omari. En même temps, il ouvre le feu sur le RNI, qui lui est son allié, présumé au gouvernement. Le diable d'hier s'est-il transformé en ange d'aujourd'hui? Pour nous aider à comprendre ces acrobaties, Aziz Saïdi, journaliste et conseiller et consultant média, Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia, et Driss Issaoui, journaliste, analyste politique. Driss Issaoui, au vu des déclarations d'Abdallah Bouano, jamais, impossible, des mots, des termes à proscrire du vocabulaire politique? Je pense que ce n'est même pas ça. Moi, je dirais opportunisme, réel politique, malléabilité dans le discours, parce que quand on rentre dans l'exercice du pouvoir, on apprend à composer. On apprend l'art du possible, l'art de la compromission. Enfin, c'est un peu trop dire, mais... Dans ce cas, on peut parler de compromission. C'est ça, mais en fin de compte, quand on avait écouté Bouanou lui-même, Ben Kiran, etc. C'est un intransigeant. C'est une intransigeance intégrale. Et que ça soit venu de sa bouche, ça prend une toute autre valeur. Ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion qui a été opéré au niveau de la politique générale du PJD, de leur façon de concevoir les élections, parce qu'ils savent qu'ils ont un matelas électoral. Est-ce qu'il n'y a pas panique à bord? Je ne pense pas que ce soit ainsi, mais c'est plus une rationalisation d'un capital confiance qu'ils ont, d'un matelas d'électeurs qu'ils connaissent, mais ils se disent que probablement, ça c'est les hypothèses. Ce n'est pas parce qu'ils voient par exemple le RNI pointer du nez Le RNI, c'est un ennemi qu'ils savent gérer, sincèrement. Ils savent le gérer, ils savent le désappointer, ils savent le mettre en colère quand ils le veulent, il n'y a aucun problème. Mais alors pourquoi cette nécessité, cette réelle politique, Aziz Saïdi? Quand on dit réelle politique, ça veut dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui, tout à fait. Et, moi, j'abonde plutôt dans votre sens, parce que je pense que qu'il y a un antagonisme qui est en train de pousser entre les RNI et le PJD. Et qu'avant l'antagonisme, si le PJD tirait à boulet rouge sur le PAM, c'est parce qu'il voyait en lui le principal adversaire. Là, pour le coup, cette casquette d'adversaire, elle s'est déplacée vers le RNI, en tout cas chef de file de ce qui pourrait être. Comme disent les marxistes, la contradiction centrale s'est déplacée ailleurs. Principale. Exactement. Ancien marxiste. Maintenant, le PAM est devenu une contradiction secondaire. Et bien évidemment, devant un RNI qui ne cache pas ses ambitions et qui comme beaucoup d'autres partis, mais sans doute avec beaucoup plus de conviction, croit qu'il a une vraie chance à jouer pendant les législatives de 2021. C'est tout à fait naturel que le PJD qui est là, qui a gagné les 2 dernières élections, en tout cas qui est arrivé premier dans les suffrages dans les 2 dernières élections, essaie de trouver des coups tactiques. Au moins, ça servira à rendre plus docile le RNI dans d'éventuelles tractations,
Ou au pire, on pourra franchir le Rubicon et s'allier vraiment au PAM pour avoir une majorité. Parce que de toute façon, l'équation électorale étant ce qu'elle est, le PJD ou le RNI ou le PAM ne pourront pas gouverner tout seuls. Jamal Hattabi, il y a une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, et qui dit que bon, le PJD, s'il avait obtenu la première place lors des dernières législatives, c'est parce que un bon nombre de non-PJDistes, de citoyens, d'électeurs, qui voyaient en lui un possible réformateur, un possible porteur de transparence, seraient à même de réformer le pays et qui sont aujourd'hui désenchantés. Est-ce qu'ils n'essaient pas de les récupérer en essayant de récupérer un substrat de ce qui reste du PAM d'Ilyas Laomari? En fait, je crois que c'est une dynamique qui arrive à bout de souffle. Donc, le pouvoir, l'exercice du pouvoir... L'érosion. Voilà, il y a une érosion, les partis politiques en sont conscients. Le problème, c'est pourquoi. Donc, pourquoi cette manœuvre aujourd'hui? Et je crois qu'elle ne va pas dans le bon sens. Nous sommes aujourd'hui, il y a une exigence de rationalisation et de clarification du champ politique à travers soit une polarisation du champ politique entre deux pôles progressistes, conservateurs, ou autre chose. Je crois que la manœuvre, elle est peut-être politicienne, c'est une manœuvre qui montre un opportunisme extraordinaire, mais qui ne participe pas à la clarification du champ politique. Dans ce sens où ça sort de l'ordinaire. Elle sort de l'ordinaire et, de la normale. Et l'ennemi de demain peut devenir l'ami et le partenaire de demain. Donc c'est pas très clair. Et je crois que nous sommes aujourd'hui à un tournant. Les élections sont dans quelques mois, un an et demi presque. Et on a besoin d'une clarification du champ politique. Les Marocains doivent se prononcer sur une politique qui a été menée depuis quelque temps, mais ils doivent avoir une alternative. Pour le moment, l'alternative, elle est du côté du RNI, le PAM, mais on sait très bien en fait qu'il est une désagrégation avancée. En difficulté, pour ne pas dire autre chose. Le PJD lui-même aussi, il est en difficulté. Il a beaucoup souffert de l'exercice du pouvoir. Et puis le résultat n'est pas aussi extraordinaire. Donc il faut qu'il cherche quelque chose, un coup, et c'est un coup. Je pense que, si tu permets, Naïm, il y a une analyse objective à faire. Oui. On a le PAM d'un côté qui, effectivement, on ne va pas dire qu'il est en déconfiture totale, mais il y a encore de beaux restes. Voilà, il y a de beaux restes, il y a du potentiel dedans, on parle de Wahhabi et autres, etc. Donc, qui peuvent éventuellement demain porter, disons, cette mécanique électorale. Parce que le PAM s'est révélé être une belle mécanique électorale. Oui, Cela mais fut dans quelles conditions il était une belle mécanique électorale? Il l'était électorale. avec Ilyas Laomari. Les conditions qui ont fait qu'il était une belle mécanique électorale existent encore aujourd'hui? Je présume que oui, parce que l'espoir n'a pas encore abandonné ceux qui sont toujours dedans, et que c'est des gens qui ont quand même un positionnement qui n'est pas, c'est-à-dire ils sont sur des communes rurales, des communes urbaines, etc. Ils sont présents sur le terrain. Et je pense que si disons, le package PAM arrive à se consolider, il a des choses à dire. Et je pense que cette analyse objective a été faite par le PJD lui-même. Le PJD, quel est son ennemi? Quel est l'ennemi du PJD aujourd'hui? Vous m'intéressez, Driss Aissaoui. Alors, le PAM a encore des choses à dire. Il avait des choses à dire parce que la raison même de sa création, c'était de s'opposer à ce qu'il appelait à l'obscurantisme, au populisme, etc. Or, aujourd'hui, s'il perd sa raison d'être, est-ce qu'il ne perd pas son âme? Est-ce qu'il ne perd pas même les raisons qui puissent justifier encore son existence? Ils sont dans la logique de ce que dit le professeur Hattabi. Ils sont dans la logique de dire il nous faut une clarification sur le champ politique. Et eux vont faire leur mea culpa, dire qu'on s'est trompé sur ça, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, et que notre offre politique peut prendre. Pourquoi? Ils n'ont pas ils n'ont pas une ligne idéologique très... ils disent c'est le rapport du cinquantenaire, etc. Donc ils sont pratiquement dans le socio-démocratie, etc. Et que
le travail de terrain pourrait leur apporter des choses. Alors s'ils arrivent à le faire... Est-ce que dans la sociodémocratie, est-ce que l'allié naturel dans ce cas-là n'est pas le RNI? En principe, C'était le cas. C'était le cas. Lors des derniers. Jusqu'à récemment. Oui, enfin, on se souvient de ça s'appelait le G7. Le G8. Le G8. fameux G8 qui n'a pas... Le fameux G8. Enfin, c'était. Oui, mais c'était un. C'était du temps de Salah un coup pour Abdel rien. mais en tout cas, oui, logiquement, enfin, si on suit la logique de Sertabi de voir un camp moderniste et un camp conservateur, on verrait plus facilement le RNI et le PAM d'une part, et l'Istiqlal et le PJD d'autre part. Enfin, ça serait plus logique à cette tonne, parce qu'on peut avoir d'autres clés de lecture. Mais je pense que c'est un coup tactique, c'est un vrai coup politique, dans le sens où déjà, on est en train d'affaiblir une potentielle alliance entre le RNI et le PAM. En ouvrant cette porte, le PAM a le choix, du coup. Et sachant qu'il est en difficulté, on lui donne du grain à moudre, on lui donne quelque chose. Et ça, c'est le PJD donne du concret. Ouais, ils ont le matelas électoral, ils ont leur matelas électoral. Leur matelas, mais le problème, c'est que quand ils amènent avec le PAM, c'est une opportunité beaucoup plus simple que celle du RNI, parce que le RNI, il est dans une approche hégémonique, il est dans... Et puis même, on l'a vu, il est en expansion. On l'a vu même lors de cette alliance avant. D'ailleurs, il y avait de la cannibalisation entre les deux. Abdallah Bueno ne s'y est pas trompé. Il s'en est pris au RNI. J'espère que je vais retrouver facilement. Il dit, en même temps, il reproche au RNI d'avoir dépensé 250 millions dirhams, mais pour impressionner, il convertit en centimes. Il dit 25 milliards, soit la valeur de l'ensemble de la subvention étatique à l'ensemble des partis. Comment il a fait cette concomitance? Ça c'est la question d'après. Moi, je voudrais savoir d'abord cette concomitance de l'ouverture sur le PAM, qui est dans l'opposition, et une attaque contre un allié qui est dans le gouvernement, justement, n'explique pas cette inquiétude qui est en train de naître à l'égard du RNI. Je pense que on le sentait venir. Il y avait une tension qui montait entre le RNI et le PJD. Elle est quotidienne. Elle est quotidienne, mais elle arrivait quand même à un certain paroxysme, juste après le discours royal, où il y a eu des invectives de part et d'autre entre Latmani et Arnouch, et où là, où ça s'est poursuivi avec Talbi Alami, avec... Il y a encore, d'ailleurs, on va en parler, il y a encore une récente polémique sur les réalisations du gouvernement. Notamment la région de Qnetra, Talbi Alami qui attaque Rebah en lui disant pourquoi s'approprier des réalisations d'un secteur qui est porté par le RNI depuis pas mal de temps. Mais il y a eu également sur Soulaliette et les petits commerçants. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'une phase, et c'est normal. 2021, c'est demain. Et 2020 sera une année charnière au sens politique. Et là, il faudra... Et c'est pour ça que les couteaux sont tirés et sont de sortie. Parce que là, comment faire campagne? Là, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais le souligner. Comment faire campagne l'un contre l'autre alors qu'on a été dans le même bateau? C'est vraiment difficile parce que là, pour le coup, chacun va se dire non, moi, c'est mes réalisations. En fait, moi, je fais un constat d'une sorte de paresse intellectuelle, idéologique, où les partis n'arrivent plus à produire quoi que ce soit. J'utilise toujours le mot dynamique parce que j'y crois. Nous sommes dans une dynamique royale depuis 2 ans de recherche d'un nouveau modèle de développement. Donc les partis politiques, théoriquement, doivent s'y investir. Et au lieu de cela, c'est des invectives personnelles. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire en fait qu'on arrive à bout et que le modèle qui a été proposé par le PJD et par d'autres... On va y arriver. Alors on revient aux 25 milliards, le chiffre. Alors, d'abord, ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse chiffrer un effort d'investissement sur le terrain que fait le RNI. Qui est énorme. Non, il est énorme, ça le regarde, c'est son argent, c'est peut-être son argent personnel, c'est l'argent... Mais il y a une loi sur les partis politiques qui cadre justement toutes les dépenses, mais dans le cadre des campagnes électorales... Est-ce qu'elle plafonne les dépenses? Je pense qu'il... Pour l'instant, en dehors des campagnes électorales, ce n'est pas plafonné. Chacun peut... Avec le fundraising quotidien d'un parti. C'est ça. Donc, avec ce qu'on les Américains appellent le fundraising, c'est des gens qui peuvent lever de l'argent auprès d'entreprises, auprès de sympathisants. Non, ce qui m'étonne, mais c'est vrai que le RNI n'arrête pas de tourner.
Mais là, parce que lui, le RNI, je pense que ça c'est dans l'esprit de Aziz Akhnouch, il veut absolument se départir de l'idée que nous sommes un parti d'appoint. Il veut sortir de ça. Il veut véritablement se mettre au-devant, peser sur le terrain, amener les gens, amener une nouvelle élite, ce qu'il considère comme étant une nouvelle élite, mais surtout se connecter par rapport au terrain, ce qui n'était pas le cas du RNI. Le RNI a toujours été un parti de notables. Oui, il y avait une époque où il était surtout soutenu par l'administration, qui le portait à bout de bras, etc. Bon, non, en dehors de ça, quand on regarde la structure sociologique des grands dirigeants qui ont été à l'intérieur de l'appareil, c'est des notables qui étaient dans le sud, qui étaient dans le nord, qui étaient, etc., et qui étaient là et qui finançaient carrément ce qu'ils faisaient. Mais eux, ils savaient que, d'une manière ou d'une autre, c'est comme le mouvement populaire, ils seront dans la prochaine coalition gouvernementale. Mais cette fois-ci, il veut jouer un autre jeu. Il veut jouer le rôle de leader au niveau de au niveau de cette sauce qui est en train d'être montée pour 2021. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on commence très tôt les élections. Oui, d'ailleurs, tu fais très bien. J'aime justement, on en vient. Voilà. Le roi a dit dans son discours devant le Parlement, après l'installation de Asmani II, que nous ne sommes pas dans une année électorale. C'est ça, travailler. Et qu'on travaillait. Et d'ailleurs, il vient de nommer Chakib Ben Moussa à la tête de la commission qui va travailler au nouveau modèle de développement et au nouveau contrat social. Et avec ces polémiques marginales sur, on va dire, sur Soulaliette, sur les commerçants. Elle n'est pas tellement marginale, la polémique. Non, je sais qu'elle est. Non, c'est-à-dire, si on la met dans la globalité de la démarche royale, et elle devient pas marginale peut-être, mais on va dire secondaire. Donc que le roi soit obligé d'appeler à l'ordre les partis politiques en leur demandant des compétences. Souvenez-vous du débat que nous avons eu lors de la formation du gouvernement. Le roi a exigé des compétences chez les partis politiques pour justement pour commencer à travailler. On a passé beaucoup de temps à tergiverser et on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Donc le pays est en avance, le pays avance et il faut un gouvernement qui va avec. Il ne faut pas que seulement le roi travaille. Il faut aussi que les autres mettent la main à la pâte et arrêtent avec ces petites manigances politiciennes. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas encore atteint la maturité exigée et que les partis politiques continuent à jouer ce petit jeu alors qu'on devrait proposer autre chose, on devrait proposer une alternative. Il y a aujourd'hui un gouvernement qui gouverne et il est composé d'une diversité de mouvements, mais on doit aussi avoir une alternative qui va mobiliser le Marocain, parce que dans quelques temps, on va avoir des élections. Et le problème qui se posera, c'est le problème de l'abstention et de la participation. Pour que les Marocains ne boudent pas les urnes, eh bien, il faut leur donner quelque chose. Il faut leur donner. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Moi, ce que je note de plus important, c'est que normalement, ces partis politiques doivent être la première force de proposition dans le débat public et d'intermédiation. Et que quand le roi invite toutes les forces vives du pays à réfléchir à un nouveau modèle de développement, c'est ces partis qui sont d'abord visés et c'est eux qui doivent le retranscrire dans leur programme, dans leur matrice idéologique, il faut qu'ils proposent des choses, des idées. Or, en l'absence de ça, on ne peut que jouer des manigances politiciennes pour essayer de gagner le calcul étriqué des élections. Mais par contre, comme l'a dit Sertabi, le problème, c'est que les Marocains seront je choisis mes mots, mais seront vraiment très regardants sur ça, et je pense qu'ils risquent vous l'avez dit en début d'émission, une partie du vote qui a accompagné le PJD pendant ces 2 mandats, c'était un vote sanction. Contestataire. Maintenant, sanction va se porter sur le PJD.
Non, mais normalement. Elle pourrait prendre la forme d'une abstention. Et ça serait ça le pire, à mon sens. Donc je pense que, sincèrement, Mitterrand disait qu'en politique, le pire des professionnels sera toujours meilleur que le meilleur des amateurs. Là, on est en train de jouer de la politique politicienne, mais c'est de la profession à la petite semaine. À la petite semaine. Alors que normalement, la politique, c'est les idées. Et on l'a vu. Et on en a besoin. On en a beaucoup besoin. On en a énormément besoin. Il faut de l'action. On a oublié, c'est-à-dire que les partis politiques, je vais peut-être répéter une analyse que tout le monde connaît. Le Istiqlal, il est dans les vestiaires, il est en train de s'échauffer. Parce qu'il a fait des recrutements. Ça fait quand même 2 ans que c'est... Oui, mais il leur faut du temps. C'est un parti qui a beaucoup perdu en termes d'image, en termes de perception chez la population. Il est en train de faire un travail de ravalement de façade avec des recrutements qu'il vient de faire, en termes d'idées, en termes de propositions, etc. Ce qu'il n'a pas encore fait, c'est dépoussiérer les structures locales. C'est-à-dire ce que le parti de l'Istiqlal avait de fort, c'est son déploiement territorial, avec une expertise, avec des gens de métier et avec des gens qui croyaient. Maintenant, nous avons un leader jeune, etc., relativement jeune, qui est en train de faire du travail. Il s'est entouré de gens qui considèrent comme étant appartenant à un paradigme que lui a choisi. Mais qu'est-ce qui va en sortir? Ils sont surtout dans le rabétat économique. Non, mais les économistes, on ne les trouve pas dans les instances de décision. Le problème chez les Istiqlal, c'est qu'ils sont dans une sorte, comme s'ils étaient dans le vestiaire pour s'échauffer avant d'attaquer, avant d'être véritablement de plein pied dans la campagne. Voilà. Ils sont dans l'opposition sans l'être. Parce que moi, je voulais poser la question tout à l'heure. On est en train de parler des partis politiques, mais on n'a pas entendu parler d'opposition. L'opposition a un statut aujourd'hui avec la Constitution de 2011. Un statut très avancé, très important. Ils ne l'utilisent pas. C'est vrai qu'ils sont seuls. Mais le Istiqlal, aujourd'hui, doit développer autre chose. En dehors de l'expertise. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien visualiser un peu comment utiliser ce statut. Le statut, ils doivent le faire. En dehors de voter des lois ou de ne pas voter de lois, de dire leur avis. C'est de proposer une alternative. On ne va pas s'opposer pour s'opposer, mais on va s'opposer avec de nouvelles idées et proposer une alternative à ce qui se fait aujourd'hui. On arrive maintenant à l'essoufflement de ce qui a porté le PJD, avec des thèmes porteurs qui ne sont plus aujourd'hui de mise, et on va vers peut-être des thèmes beaucoup plus profonds, qui sont des thèmes visant l'efficacité, l'efficience. On n'est plus dans la moralisation, on voit très bien en fait que ça ne marche plus, y compris ceux qui avaient porté ce thème en ont souffert, et il faudra peut-être proposer autre chose. Le Marocain a besoin du concret, et le concret, c'est l'efficacité de la gestion quotidienne et un peu de prospective par rapport à ce qui va se faire après. Alors, on a un indicateur, on l'a dit tout à l'heure, on s'est tous mis d'accord, c'est le taux de participation aux élections. Alors ça ressemble un peu à un système fiscal. On dit on ne peut pas faire de baisse d'impôts quand il n'y a pas un élargissement de l'assiette. Alors, les partis politiques doivent travailler sur l'assiette. Alors, comment? C'est d'abord un discours de vérité, c'est des propositions programmatiques très concrète, c'est une présence en tant qu'opposition, c'est aussi une force d'action sur le terrain, mais en liaison directe avec les structures des partis politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les états-majors. Avec l'état de désenchantement, c'est difficile. Non, il faut le faire, il faut revenir, parce que les partis marocains qui étaient dans l'opposition ont réussi parce qu'ils étaient dans une politique de proximité. On va voir cette histoire de l'élargissement de l'assiette, mais j'aimerais bien aussi qu'on voit l'esquisse dans ces escarmouches de possibles alliances qu'on verra, PJD, PAM, contre, par exemple, RNI, Istiqlal, USFP et autre chose. Sur quelle base? Sur quelle base? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette émission. Rebonsoir. Nous sommes toujours avec Driss Issaoui, journaliste et analyste politique, Aziz Saïdi,
journaliste et consultant média. Jamal Hattabi, professeur de Sciences Po à la faculté de droit de Mohammedia. On en était à essayer de voir l'élargissement de l'assiette électorale des partis et également à voir si dans les escarmouches, dans ces prises de bec sur le fonctionnement, sur les alliances, sur les réalisations, est-ce que ce n'est pas déjà l'esquisse de ce que pourraient être les futures alliances? On l'a dit, PJD, PAM, sans que ni le PJD ni le PAM ne perdent de son âme, parce qu'ils sont antinomiques par définition, et une alliance RNI, Istiqlal, USFP, probablement ce qui peut rester encore du PPS au mouvement populaire. On verra. Vous savez, le gros problème de ces partis politiques, c'est la verticalité. Au lieu d'avoir des prolongements réels sur le terrain, d'avoir ce que le Istiqlal avait, d'avoir ce que l'USFP avait dans les années 60, 70, etc., ils ne l'ont plus aujourd'hui. Il y a une grosse verticalité qui empêche d'abord l'appropriation par la population des idées et des projets qu'ils font. La population a besoin de gens qui l'écoutent tous les jours, qui soient à ses côtés, qui fassent des projets pour lui. C'est du concret. Alors ces gens, ils vont changer d'attitude. Au lieu d'aller voter pour celui qui va donner son dirham, ils vont voter pour celui qui est avec eux sur toute la période. Bon, maintenant, ça résout beaucoup de problèmes. Mais les partis politiques, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Moi, je pense, entre le PJD et le PAM, ça peut marcher. Pourquoi? Sur une base... Sur le papier, c'est une recette miracle, parce que le PJD est maître dans les zones urbaines. Absolument. Et le PAM dans les zones rurales. Voilà. Donc ça ferait une machine électorale incroyable. Mais par contre... À supposer qu'il est maître souverain. Quel sera le programme commun? Quelle est la ligne directrice? Ils peuvent trouver des ponts. Il faut dire aussi c'est-à-dire que le PJD était pour le PAM la figure de l'obscurantisme et du populisme. Le PAM était pour le PJD la figure de l'autoritarisme. Et aujourd'hui, et du prétendument modernisme et des libertés. Et voilà qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver entre ces deux extrêmes, parce qu'en définitive, c'est ça, de la scène politique marocaine, une entente. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et moi, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'élargissement incompréhensible, mais pas impossible. De l'assiette électorale du corps. Le corps électoral a changé. De toute façon, même si on garde le même corps électoral, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se manger entre eux. Hein? Par contre, il faut élargir ce corps électoral. Il y a des arrivants, il y a des nouveaux, il y a des jeunes, et les jeunes sont porteurs de nouvelles valeurs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les Marocains ont changé. Les Marocains de 18 ans sont assez conscients et sont assez politisés quelque part. Ce n'est plus les jeunes politiques d'il y a une dizaine d'années. Je dirais même pire, ou même plus. On a vu, par exemple, en France et dans d'autres pays, que des partis historiques se sont effondrés du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient plus à saisir, à saisir déjà les aspirations. Jusque-là est possible? Pourquoi pas? S'il y a de nouvelles idées, pourquoi pas? Parce que PJD mélangé bien dans un... Bien mixé dans un mixeur, un bon mixeur. Et agité, alors, ça va faire un bon cocktail molotov. Oui. C'est comme de l'huile dans l'eau. La réponse opérationnelle, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui ont opéré, qui ont géré ensemble, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, et l'exercice du pouvoir a montré aux gens du PAM, parce que c'est de là où vient la difficulté, plus que du PJD. Ils ont vu que c'était des gens normaux, qui mangeaient, qui se mariaient. Ah bon, ils ne sont pas des cyclopes. Non, mais de toutes les manières, en plus, c'est comme ça. Il a raison, parce qu'en plus, sur la gestion de certaines villes, on a vu qu'il y a eu des coalitions, et notamment à Tanger. Mais on les a vus se bagarrer ailleurs. Exactement. Mais à coup de chaise, à coup de table, à coup de... C'est pas grave, mais Tanger est un bon exemple. Tanger est un bon exemple. C'est un très bon exemple. C'est vrai parce que le PAM était sur les genoux, et le PJD a tout fait pour que le PAM garde la présidence, soi-disant pour terminer les projets qui ont été avancés par l'ancien président, etc. Et que finalement, c'est un travail qui a été fait dans le back-office et qui a réussi, et qu'ils feront. Ils vont rééditer tout ça. Alors j'aimerais rapidement, pour qu'on termine ce thème, si Jamel, le président de la commission a été nommé par le souverain. Il doit se mettre au travail. Donc on attend
la nomination ou la désignation ou la sélection des membres de cette commission. Est-ce que le fait quand cette commission sera mise en place, est-ce qu'elle n'aura pas un impact et changera la configuration du débat politique au Maroc? Tout à fait. En fait, moi, je suis content de cette nomination. C'est un expert, un technocrate de très haute hauteur, quelqu'un qui a une très bonne expérience. Le problème, c'est que la tâche est énorme. La tâche est énorme. Nous sommes dedans depuis 2 ans et on n'a rien produit. Donc on a le roi, quand il s'est adressé il y a 2 ans aux partis politiques, il avait déjà demandé un début de réflexion, mais ça n'a pas été fait. Donc il a repris les choses en main. Et aujourd'hui, on est sur une commission technique qui va travailler justement sur ce modèle de développement. Le problème, c'est pour qui? C'est pour qui? Et le pour qui, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez amener quelque chose de très beau. Vous allez, mais pour quel citoyen? Pour quel parti politique? Pour quelle classe politique? En définitive, la Commission va travailler, va concevoir un nouveau modèle de développement. Techniquement, ça va être fait. Et les partis politiques n'auront qu'à l'exécuter. Normalement, pour moi, la logique est contraire. Pour moi, la logique est contraire. La Commission doit interpeller les partis, toutes les forces vives et prendre toutes les idées pour après. Parce que nous ne sommes plus. Il s'agit de faire du syncrétisme, tout simplement. Non, nous ne sommes plus dans un débat idéologique pur. Parce qu'on sait que le Maroc a besoin d'une croissance inclusive. On sait qu'il faut faire de la redistribution. On sait, les grandes lignes, on les a. Et tous les partis quasiment sont d'accord. Maintenant, c'est comment? C'est le comment. Et ce comment, il doit venir d'une feuille de route. Chacun propose sa feuille de route. Et puis, il y a une feuille de route globale. Parce que, justement, si on a mis en place cette commission, c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et qu'on n'a pas, on ne va pas passer encore un mandat électoral à tâtonner. Non, mais on n'a pas de temps à perdre. Mais elle doit jeter les bases d'un nouveau contrat social. Et qui parle d'un nouveau contrat social, parle d'un consensus national. Exactement. Comment le générer? Non, il y a un travail déjà qui a été fait. Les partis politiques ont livré une copie. Oui. Les universités ont livré leur copie. Les individus, des associations ont livré de la copie au Palais Royal. Les experts au niveau du Palais Royal ont dû travailler sur ça. Maintenant, Ibn Moussa, quel est son rôle? Son rôle, c'est un chef d'orchestre. La mission qu'il a aujourd'hui, c'est de changer de paradigme. Du bon grain. Non, c'est de changer de paradigme de développement. On était basé sur la substitution d'importation, sur des programmes volontaristes au niveau sectoriel, etc. On a épuisé le Maroc vert, le Maroc bleu, machin, etc. On a épuisé tout ce qui pouvait être fait. Aujourd'hui, il faut se repositionner autrement par rapport au contexte international. En affectant des points de PIB. Le problème est là, au fond. Ce n'est pas une appréciation. Non, si vous voulez, en termes budgétaires. Il parlait d'un modèle inclusif. C'est ça. Mais pour l'inclusif, il faut aller vers la santé, vers l'éducation, vers la il n'y a pas que l'économie, parce que ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de redémarrer le pays, c'est-à-dire d'accélérer. Le pays n'est pas en stagnation, il avance. Mais il n'avance pas à une vitesse qui, la vitesse voulue est suffisante. Donc, il marche en vérité à 2 vitesses. Il faut impulser. Le problème aujourd'hui, c'est on veut changer de paradigme. On veut aller au-delà de ce qu'on a fait depuis 20 ans, depuis 25 ans. Ça a été fait, on a atteint les limites. Par exemple, je crois qu'on aura le temps de revenir. Non, mais juste un mot. Pour ça, pour l'histoire du nouveau modèle de développement, il ne s'agit pas de réinventer la roue, d'autant plus qu'il faut changer. Non, il faut changer la volonté, la perception. Parce que le problème qu'on a eu au Maroc, c'est que les programmes étaient conçus en silo. Il n'y avait pas justement de convergence dans les politiques publiques. Ça, si le modèle de développement arrive à le faire, vous êtes ministre de, je ne sais pas, du transport, vous dites je vais créer tant de postes d'emploi. L'autre, il fait la même chose et vous revenez à la fin avec, disons, un truc éclectique qui ne donne pas sens. Et la croissance, nous investissons beaucoup de notre PIB, mais on ne crée pas assez d'emplois avec. On va essayer d'accompagner ce débat au fur et à mesure qu'il se déroulera, en souhaitant bonne chance à Chakib Ben Moussa, bien sûr. Et maintenant, on voudrait passer un peu à ce qui se passe en Espagne. L'Espagne, il y a une majorité introuvable. On part d'élections législatives en élections législatives sans qu'on puisse vraiment dégager un gouvernement à même de gouverner sur un terme précis l'Espagne.
Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on arrive à une étape de ce qu'on appelle la crise de la représentation qui devient latente aujourd'hui. Qui est partout là même. Elle est partout, en Israël, elle est en Italie, en Belgique. La France a un système où on arrive à bricoler des majorités. Aujourd'hui, c'est fini, les majorités fortes au point en ce moment-là. C'est fini, sachant très bien qu'en Espagne, on a renouvelé la tentative plusieurs fois pour dégager, avec le seul principe, c'est de dégager une majorité forte capable de gouverner. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Donc c'est une crise de la représentation et il faut trouver les moyens, peut-être à travers des ajustements techniques qui permettront, soit à travers le système électoral, soit à travers autre chose, pour dégager une vraie majorité capable de gouverner sereinement. Pedro Sanchez va réussir à trouver une majorité Peut-être, enfin, je ne mais une majorité stable. Bon, maintenant, il a fait une alliance avec Podemos. Sûrement pas. Parce que même avec Podemos, il n'a pas le compte. Il n'a pas le compte, oui. Il a besoin des Catalans, il a besoin de... Enfin, Ciudad, c'est devenu rien du tout. Hein. Ils ont perdu quasiment toutes les... Ils ont maintenant 6 sièges. Oui, mais ils vont essayer de picorer un peu partout pour faire le compte. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut revenir déjà à ce qui s'est passé. C'est les 4e élections législatives depuis 2015, c'est quand même pas rien. Et que les choses, les proportions entre les partis ont changé. Et sont en train d'aller vers un glissement. Il faut signaler l'émergence de Vox, les nationalistes. Alors qu'en Espagne, on disait que c'était une exception en Europe, parce que tous les autres pays européens, ils avaient une montée des nationalistes. C'était le Portugal qui vient. On le voit que... Et je pense que oui, c'est un problème de représentation, c'est un problème, là encore, d'équation électorale, parce qu'on n'arrive pas à dégager aucun parti n'arrive à dégager une majorité absolue, ni d'avoir... au moins une coalition stable, donc c'est difficile, sachant que on aurait pu imaginer Alliance populaire. On aurait pu imaginer que le PSOE, le Podemos, le Parti populaire. Mais ça n'a pas marché, ça non plus. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on annonce une coalition comme ça, il y a un des 2 partis ou des 3 partis qui forment cette coalition annoncée qui perd des sièges. Donc c'est problématique. On va suivre, on va voir comment il va, Pedro Sanchez, se libérer. Si tu permets, je n'ai pas dit un mot sur l'Espagne. Mais on est encore dans l'Espagne. Moi, je voudrais dire d'abord pourquoi, justement, il y a cette crise de représentation et de possibilité de faire une offre politique ramassée au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Ça, c'est les séquelles de la crise de 2008, ne l'oubliez pas. Les subprimes. Voilà, la crise de 2008 s'est enracinée en Espagne à un tel point. D'ailleurs, les indignés, c'est là-bas où ils ont pris. Voilà, alors les indignés, ça a commencé là-bas parce que... Les indignés, c'est un mouvement de contestation des jeunes qui a été lancé à partir de la France, à travers un livre, Indignez-vous. Indignez-vous, oui. Voilà, c'est un petit livre. J'essaie de me rappeler le nom de l'autre. Là, non, pas Jean d'Ormesson. Non. C'était pas Indignez-vous? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Jean d'Ormesson, c'est un autre. C'est un autre, c'est un petit livre. Peut-être que la régie va nous aider. Alors, très rapidement, c'est quoi? Vous avez une crise économique profonde qui s'est transformée en crise sociale. À telle enseigne qu'on se retrouvait en Espagne, non pas avec un paysage, un miroir brisé de petites pièces sociologiques où les gens n'arrivent plus, c'est-à-dire les parties prenantes sont tout le temps, elles sont en confrontation. Ouais. Vous ne pouvez pas, avec ces gens-là, avec cette réalité sociologique, faire de la cohérence au niveau politique. C'est pour ça que le Parti socialiste n'a pas pu le faire. Oui, j'aimerais, parce qu'on est serré un peu par le temps, l'alliance Podemos-PSOE, quelles conséquences sur la position espagnole à l'égard du Sahara? Position officielle, rien du tout. Ça ne changera pas. D'ailleurs, je pense que la visite du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, cette semaine à Madrid, il a vu Pedro Sanchez, elle n'est pas étrangère à ça. Et je pense que c'était aussi une occasion. Parce qu'ils ont pris position pour Podemos. Exactement. Et il y a des divergences, profondes entre Podemos et le PSOE, donc il ne faut pas l'oublier. Stéphane Hessel, oui. Ouais, c'est lui, indignez-vous, c'est Stéphane Hessel. Ouais.
Qui est décédé. Oui. Les deux, même Dormesson. En tout cas, donc, il y a des divergences, et c'en est une. Et je pense que cette visite, c'était aussi l'occasion de rassurer un peu sur la pérennité des relations. Parce que c'est pas fortuit que le communiqué parle d'accords agricoles, d'accords de pêche. Et ils ont été très actifs dans la rencontre au coco, là. Le coco. Le coco, ouais. On les voit donc. Et vous croyez que ça n'aura pas... C'est dans la tradition de l'extrême gauche espagnole, c'est quelque chose de... Ils étaient calmes à un certain moment. Ouais. Mais je pense, sincèrement, je pense pas. Déjà que Podemos demande des portefeuilles ministériels, c'est déjà une chose. Mais qu'il puisse influer sur la politique étrangère de l'État, ça c'est autre chose. Espagnol, parce que là, c'est pas le parti politique. Donc je ne pense pas que leur position en interne puisse déteindre sur la position de l'État. Il y avait même un problème avec le PSOE dans son programme de dire qu'il faut revenir aux positions traditionnelles de l'Espagne à l'égard de la question du Sahara. Est-ce que tout ça, sur la politique de l'État, peut avoir des... Mais ça, c'est quand ils étaient dans l'opposition. Oui, parce que quand on arrive au pouvoir, on arrive à la réalité du pouvoir, et le Maroc est un des principaux partenaires. Donc ils ne peuvent pas balayer d'un revers de la main. Et en même temps, pour un pays qui est en prise avec les séparatistes en Catalogne, il y a des formes d'incohérence. Alors là, j'aimerais bien qu'on puisse développer un peu ça. C'est qu'ici au Maroc, il y a une sorte d'union autour de l'unité territoriale de l'Espagne. On dit qu'on ne veut pas ni encourager, même oralement, même par un meeting, même par un communiqué, le séparatisme catalan. En même temps, de l'autre côté, ils ne se gênent pas. Enfin, je parle de la société civile, je parle d'un certain nombre d'intellectuels. Non, mais le plus important, la tendance de fond, c'est le sens de l'État qu'il y a en Espagne. Oui. Vous avez déjà la monarchie qui est garante d'un certain nombre d'équilibres, et vous avez les différents gouvernements qui sont obligés de tenir compte des intérêts vitaux de l'Espagne. N'oubliez pas que le Maroc a accepté de rentrer avec l'Union européenne dans les négociations sur l'agriculture et la pêche, pour défendre ses intérêts bien entendu, mais surtout pour la pêche, c'est pour rendre un grand service au sud de l'Espagne. Exactement. De toutes les manières, ça c'est un sacrifice que le Maroc fait. Sans compter ce qu'on fait sur l'immigration, sur la question migratoire, sur le terrorisme. Sur tout ça, l'Espagne ne peut pas être, venir du jour au lendemain, se départir des positions, parce qu'elle a une position tout à fait normale. Ils disent qu'il y a un processus onusien, ça nous arrange, etc. Donc il n'y a pas de problème. Tant qu'il reste dans ça, on est là. S'il change d'attitude, je pense que le Maroc a les moyens justement de lui-même, bien sûr, parce qu'entre l'Espagne et le Maroc, c'est un flux et reflux historique. Depuis toujours. Parce que ça a été il y a eu un moment donné de l'histoire où ça a été très, très compliqué. Ça dépendra de la situation de l'Algérie. Tout dépendra de la situation de l'Algérie. Oui, en partie. Mais c'est-à-dire que la position actuelle de l'Espagne n'a pas attendu que les événements en Algérie surviennent. Non, il est antérieur. Encore une fois, juste sur ce point, pour conclure sur ce point, à mon sens, l'Espagne a d'autres priorités qui sont criantes d'ordre social, économique. Et elle va pas, et je pense que la raison de l'État, on ne va pas sacrifier ça pour des idées d'un partenaire qui vient rentrer. Ils peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ça c'est. Mais en dehors des arcanes. Des arcanes gouvernementales. Voilà, mais seulement au niveau de l'État, rien ne changera. Rien ne changera. C'est très bien. Alors, autre sujet, on l'a évoqué dans l'introduction, c'est la mise en examen, l'inculpation du Premier ministre israélien Netanyahou pour fraude, corruption, abus de confiance. Ça fait beaucoup. Et comme quoi, ce n'est pas uniquement l'apanage des sociétés sous-développées. C'est pas pas le premier. C'est le premier. En exercice, Oudelmer. Oudelmer, avant lui, c'est le premier ministre en exercice. Mais c'est un signe aussi du bon fonctionnement de l'État et des institutions israéliennes. Donc, arriver quand même à poursuivre quelqu'un en plein exercice, il faut du courage pour cela. Et je crois que c'est un signe, même si Israël ne doit pas se payer ce luxe-là de fragiliser l'exécutif,
Il y a certainement des raisons de politique interne de la mission. Lui-même parle de coup d'état des juges. C'est ça, c'est le procureur qui l'a mis en examen, il en est le mentor. C'est lui qui l'a mis sur le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, et c'est lui qui n'a pas hésité à l'inculper parce que bon, c'était d'abord énorme. Et ensuite, je crois que l'Israël commence à se lasser un peu de Netanyahou. Oui, mais le symbole. Mais on n'aura pas mieux que lui, de toute façon. Le symbole, c'est que. Comme fossoyeur de la paix. De la paix, comme. C'est que personne n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, on peut, en marge de ça, constater qu'il y avait un moment, par exemple, sous Rabin, jusqu'à son assassinat, et bien quelques années après son assassinat, où il y avait un camp de la paix assez solide en Israël qui se manifestait. Aujourd'hui, il y a un silence total. Au contraire, il y a un bonheur total à voir J'ai peut-être un début d'explication. Vous savez, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, les Israéliens, qu'ils soient dans la politique, ou citoyens ou intellectuels, sont en train de voir d'abord et avant tout la stabilité et la sécurité de l'État d'Israël. Et quand ils voient ce qui se passe... Est-ce que la stabilité, c'est l'expansion? Non, l'expansion, ils le font, c'est une stratégie sioniste. Elle est connue. Oui. J'occupe pour mieux reculer. J'avance, je prends, ensuite je négocie. Quand ils avancent, ils ne reculent jamais jusqu'à Voilà, donc ils avancent. Parce que, écoute, si ça a été colonisé, parce que c'était colonisable. Parce que de l'autre côté, il y avait personne pour... Oui, d'accord. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est un État, il y a un blackout, il y a un complot du silence pratiquement sur ce qui se passe sur le terrain, même au niveau international. Et ça s'explique aisément par le lobbying juif, enfin pas juif, sioniste, il faut le dire, le lobbying sioniste d'ailleurs qui est décrié au sein d'Israël par les démocrates israéliens. Et par les orthodoxes. Par les orthodoxes, etc. Il y a même une vidéo qui circule, je pense qu'on m'a dit qu'elle était un peu truquée. Un peu truquée, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est possible. Mais de toutes les manières, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'il est accusé. Aujourd'hui, il est mis en examen. C'est une situation sur le plan juridique. C'est une inculpation, donc il faut qu'il soit mis en examen, etc. Et d'ailleurs, il ne démissionne même pas. Là, il ne démissionne pas parce qu'il sait que quelque part, l'opinion publique sur une partie de la majorité, elle est avec lui, même à l'étranger, même les Américains, etc., ils sont pour lui. Pourtant, l'Union européenne se maintient. Ils n'ont pas suivi les Américains dans la position sur les colonies. Mais ça, comme ils ne les ont pas suivis sur Jérusalem. Oui, mais le problème, même s'ils ne les suivent pas, ils ne sont pas décisifs. À part sur les fonds de l'ONU qui manquent aujourd'hui, le truc des Nations Unies pour l'aide aux populations de Gaza, l'Union européenne, SCDD, mais plus que ça, il n'y a rien. Mais elle a une position... Oui, Aziz. Juste moi, enfin, le fait marquant pour moi, c'est d'abord, tout ça vient de quoi? Vient d'un Netanyahou qui est en position de faiblesse. Parce que les affaires, c'est quoi? C'est une loi taillée, on l'accuse de créer une loi taillée pour Yehudot Ahrodot, pour que Yehudot, qui est un quotidien israélien, pour qu'il soit complaisant avec lui. C'est des ristournes sur des pubs pour un autre site pour qu'il soit complaisant. C'est des cadeaux qui viennent du champagne, pour arroser ses affidés. Ça veut dire que ça dénote d'une position de faiblesse. Lui, on le connaît depuis des décennies, et c'est quelqu'un qui est un professionnel de la politique, qui n'a eu de cesse d'aller de plus en plus vers la droite et vers l'extrême pour essayer de garder le pouvoir, et que là, même en étant jusqu'à l'extrême, jusqu'à sa position la plus extrême, il n'arrive plus à garder le pouvoir. D'ailleurs, il a raté. Mardi dernier, il a essayé de faire une manifestation d'appui pour dénoncer ce qu'il a appelé le coup d'État des juges. Eh bien, le Likoud, qui est le parti le plus imposant en Israël, le plus organisé, qui a le plus de cellules, ils ont réussi à ramener 3000 personnes. Oui, c'était une désillusion très, très importante. Et là, ça commence à donner, et on commence à voir des lieutenants dans le Likoud qui commencent à se positionner.
C'est-à-dire, ça dénote de la position de plus en plus faible de Netanyahou. Maintenant, Netanyahou, je pense qu'il tient encore, il tient grâce justement à ce soutien qui vient de Washington, parce que Washington, et notamment l'administration Trump, voit en lui celui qui... Rapidement, pour terminer, il reste combien de jours? Il avait 21 jours pour avant d'appeler à de nouvelles élections. Vous croyez qu'ils vont pouvoir former un gouvernement ou encore qu'on va assister là aussi à de nouvelles législatives? Ça serait le scénario le plus logique. Mais on n'est pas à l'abri de... Parce que même le rival de Netanyahou a jeté les l'éponge. En fait, moi je voulais juste rajouter quelque chose ce sont des affaires israélo-israéliennes. Sur la situation d'Israël, c'est que démographiquement, Israël a changé. Pourquoi on voit ces extrémistes arriver? Il y a une politique d'immigration offensive, les Russes, les Éthiopiens... Il y a eu une révolte des Falachas cette année, qui a été sous-médiatisée, mais qui était très, très imposante. Voilà. On verra donc ce qui... Bon, on sait c'est une routine avec laquelle on vit depuis plus de 60 ans maintenant, depuis 1948. Et il faut espérer une ouverture pour les Palestiniennes qu'on ne voit pas venir. Tout à fait. Voilà, c'est pour joie. J'espère qu'on a fait un peu le tour de la semaine. Pardon? Elle risque de venir plus de Washington que de Tel Aviv. Que de Tel Aviv. Mais de Washington, il n'arrive aujourd'hui que les mauvaises nouvelles pour les Palestiniens. Exactement. Donc voilà, sur cette note pas très optimiste, je vous dis bonsoir.